Bienvenue à cette Xème rencontre je crois qu'on est à la 7e, rencontre des 21 rencontres 2021 du NIFPOP. Et comme d'habitude, même fonctionnement, une personnalité, un parcours et puis un propos. Et tout ça, ça fait une jolie conversation entre amis que nous allons mener pendant, allez, 1 heure et quart, 1 heure et demie, selon notre envie. Et le but, c'est à la fois de comprendre qui est Benjamin. Certains d'entre nous ont la chance de le connaître, d'autres vont le découvrir, de comprendre comment il en est arrivé à ce qu'il fait à l'heure actuelle, et puis de se demander également ce qu'il a à nous dire. Alors, comme d'habitude, nous aurons quelques premiers questionneurs. Il y en a qui vont nous rejoindre également au cours de l'émission. Et le but, c'est de se poser aussi un petit peu plus tard la question allez, la grande question, c'est quoi la culture et à quoi ça sert la culture? Alors, évidemment, on ne va pas y répondre ce soir en entier, hein, vous imaginez bien. D'abord, ce n'est pas une conférence, c'est une discussion entre amis. Mais aussi, il faut que vous sachiez qu'on aura toute une série sur les 21 rencontres de gens qui vont nous rejoindre et qui vont se poser exactement la même question. C'est quoi la culture et à quoi ça sert la culture? Il y aura des gens du territoire, c'est le cas de Benjamin ce soir, et puis il y aura des gens qui viendront d'ailleurs, et notamment il y aura un philosophe qui s'appelle Patrice Meyerbeer, qui est un philosophe de Fribourg et qui est l'inventeur du concept des droits culturels. Donc, avec lui, on se posera exactement la même question que celle qu'on se pose ce soir. Il est possible que nos échanges soient légèrement différents, mais ce n'est pas grave. Alors, je souhaite la bienvenue surtout à Monsieur l'Essentiel, puisque Monsieur l'Essentiel fait aujourd'hui les titres de la presse régionale. Il est dans le Dauphiné libéré. Et je vous le lis, vous ne l'avez peut-être pas vu, on s'est rendu compte que la culture est essentielle. Nous, ça fait un petit moment qu'on savait que Benjamin Fauge l'était. On va essayer de comprendre pourquoi. Mais oui, Benjamin. Alors, Benjamin, c'est Ben pour les amis. Vous ne vous étonnerez pas, on se connaît, on se tutoie, mais de toute façon, c'est le caractère de ces 21 rencontres. Et j'ai aujourd'hui un accessoire supplémentaire et Benjamin comprendra pourquoi. J'ai pris mon parapluie parce que une des chansons que j'aime beaucoup de Benjamin, c'est la chanson du parapluie. Alors je vois traîner sa guitare derrière lui. Donc on peut imaginer qu'à un moment donné, si on se met tous à genoux derrière nos micros, peut-être qu'il nous en chantera une à la fin ou quand il voudra. Alors, Benjamin, tu me déçois beaucoup parce que tu n'as pas ton chapeau. Et Parce que je n'ai que, pas mon chapeau. Alors, oui, moi, c'est vrai que la photo, elle date un peu. mais non, mais moi, je pensais que le chapeau faisait partie carrément du personnage. Et une des questions que j'allais te poser au départ, c'était tout simplement qu'est-ce qu'il y a sous le chapeau de Benjamin? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, qui est Benjamin Fauge et qu'est-ce qu'on trouve sous son chapeau? La parole est à toi. Euh, Benjamin Fauge. Alors, je ne vais pas parler de moi à la troisième personne, ça va faire bizarre. Euh, j'ai 38 ans. Je suis né dans l'Eure-et-Loire à Chartres, un père savoyard et une maman qui vivait à Chartres, en fait, qui était infirmière, et un père qui était agent immobilier au départ. Et en fait, ils ont eu tous les deux un parcours assez chaotique professionnel. Ils se sont retrouvés à travailler dans le social. Et en fait, donc mon père travaillait avec des hommes en difficulté et en insertion, et ma mère travaillait avec des femmes en insertion, en difficulté sociale. Et je parle de ça parce qu'en fait, je viens de là. En fait, c'est un métier que j'ai exercé. Alors, j'étais formateur en insertion. La musique a toujours été là depuis que je suis enfant. Euh, Parce qu'en fait, mes parents n'étaient pas musiciens, mais c'était des mélomanes et on écoutait beaucoup de musique.
Alors, je me rappelle qu'on écoutait des morceaux, on écoutait pour s'endormir. Notre mère, elle nous faisait écouter Vivaldi ou Mozart ou des choses comme ça. Donc, ça met dans le bain. Après, j'ai usé des vinyles, parce qu'ils avaient une platine vinyle. J'ai usé des vinyles de, de plein de trucs, en fait. Ça allait de la musique classique à Cabrel, à Goldman, à Delpech, à Brassens, à Renaud. Donc, la musique et la langue française, tout de suite, ça m'a accroché. Et donc, de la chanson, je suis passé à la poésie. La poésie, et des choses qu'on apprenait à l'école, par exemple Prévert. Et puis après, de Prévert, je suis allé à Rimbaud, je suis allé à Baudelaire, je suis allé à plein d'autres choses comme ça. Et donc, du coup, même des gens plus contemporains comme Christian Olivier. Et, et voilà, ça m'a pris assez vite. Assez vite. Alors, tu sais, pour mieux te connaître, on innove. Hein, tu sais, à l'Unifop, on aime bien Vas-y. innover de temps en temps. Alors, on t'a innové avec un vieux monsieur qui s'appelle Marcel Proust, et on t'a fait un petit questionnaire de Proust pour essayer de te comprendre un peu mieux. Très bien. Tu sais, le questionnaire de Proust, c'était un truc qu'il donnait à ses amis et qui permettait de mieux le connaître. Alors, on va te le connaître, et alors, tu as intérêt à aller vite et tu n'as pas beaucoup de. t'as- t'as- on va t'obliger à réfléchir assez rapidement. Très bien. Allez, quelle est la chanson qui t'a marqué? Mistral gagnant. Quelle est la musique, puisque tu nous parlais de Vivaldi, ça peut être autre chose, quelle est la musique qui t'a marqué particulièrement? Le jazz, pour être assez large. Et Chet Baker qu'on a mis, ça te plaisait là? Chet Baker, Coltrane, j'aime beaucoup Coltrane. Bon, quel est le poème qui t'a marqué, puisque il y a beaucoup de poésie dans tes chansons, moi je trouve. La Charogne de Baudelaire. Ouh là 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 là. Bon, allez, maintenant, quel est le groupe qui t'a marqué? Parce que tu as parlé de certains, les Têtes Raides. Tu n'as pas le droit Tête aux Têtes raide. Raides. Allez, Ah, choisis. j'ai pas le droit aux têtes Ah, raides. tu n'as pas le droit aux Têtes Raides. Vas-y, choisis-en un autre. Alors, je dirais anglais, je dirais les Beatles. Et français, je dirais Garage Rigaud. Ah, ah. Bon, comme on va parler de culture et que ça sera au-delà de la chanson, allez, est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué particulièrement? On n'a pas Euh, répété, hein, on vous promet The, qu'il le ferait. Hein. The Big Lebowski. Ah ah! Et une pièce de théâtre peut-être? Ah, je suis amoureux de Molière et Don Juan. Don Juan, je trouve que enfin, l'histoire, la façon de la raconter, je trouve ça fantastique. Bon, allez, un tableau. Un tableau, un tableau de Dali, n'importe lequel. Ouais. Lequel? La montre qui fuit là, qui s'écoule sur la table ou est-ce que Non, tu en as un autre dans la tête? il y a un tableau, mais j'arrive jamais à retenir le nom parce qu'en fait, il a un nom à rallonge. Mais en fait, c'est un tableau où il y a un piano, il y a des cerises en fait sur les touches du piano, il y a une chaise et puis au fond, en fait, il y a une porte entrouverte avec une dame derrière. Et en fait, il y a des têtes de Lénine sur le piano et j'arrive jamais à me Bon, rappeler. alors, vous savez tous, si on vous a fait venir ce soir, c'est uniquement pour trouver le tableau de Dali. Donc, quand vous le savez, vous nous l'envoyez dans le chat, ça sera le meilleur moyen. Allez, un roman. Un roman. Un roman, c'est dur là, parce que un roman qui m'a marqué, il y en a plein. Ah, Euh, ah, t'as droit à deux, hein. en ce moment, je suis en train de lire Jim Harrison. Enfin, je lis tous les bouquins de Jim Harrison et d'Alva, en fait, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui est descendante d'Indiens d'Amérique. M'a beaucoup marqué. Euh, voilà. Bon, ben vous voyez, il est en train de nous prouver qu'effectivement la culture est essentielle. On va l'épargner. Hein. On avait quelque chose sur les personnages, sur les trucs comme ça, mais on en garde pour les prochains.
Alors maintenant, on connaît un tout petit peu mieux Benjamin Fauge, mais peut-être rappeler que pour ceux qui ne le connaissent pas encore ou qui ne lisent pas le Dauphiné libéré, que nous avons un chanteur, nous avons un compositeur, nous avons quelqu'un qui a un gros brin de poésie dans la tête sous le chapeau, et puis pas mal de fantaisie. Et puis, nous avons quelqu'un qui a de la présence également, parce que ça fera partie aussi de ce qu'on évoquera sur la culture. C'est une présence, c'est une personnalité. Et c'est vrai que là où tu vas, ça se voit et ça nous fait du bien. Donc, on a un petit peu, on sait qui est Benjamin, on continuera à le découvrir au fur et à mesure. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de nous dire comment tu en es arrivé là. C'est-à-dire que Benjamin Fauge, il n'a pas été chanteur tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait avant et pourquoi il en est arrivé à être un chanteur, un passeur, un poète, etc. Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, la musique et les mots m'ont happé tout de suite. Et en fait, la vie, des fois, elle fait bien les choses. Je me suis retrouvé à un moment donné avec l'opportunité de pouvoir enseigner le chant. Donc, j'ai une formation, on va dire, classique dans la musique. Euh, et j'avais une formation en pédagogie. Et donc, quand j'ai eu cette opportunité-là, je me suis dit, bon, bah, allez, hein, lance-toi, ce qui fait que j'ai eu le loisir d'avoir du temps pour créer, euh, pour faire de la musique, pour faire de la musique mon métier. Maintenant, c'est mon métier. Alors, pas que ça, parce qu'en fait, j'ai plusieurs métiers. Donc, je suis professeur de chant, je suis musicien. Euh, Alors, dis donc, musicien, professeur de chant, tu peux m'apprendre à chanter la Reine de la Nuit ou pas? je peux t'apprendre à chanter la Reine de la Nuit. Ouais. Mais c'est ça que tu fais tous les jours ou est-ce que c'est plutôt d'autres styles de chant? En fait, c'est tout style parce que alors on va dire en période normale, j'ai des élèves de 7 à 70 ans. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à s'adapter aux goûts musicaux parce que la musique, il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit un plaisir. Et l'idée d'apprendre en fait un instrument, parce que la voix, c'est un instrument, d'apprendre cet instrument-là de façon ludique, donc avec un répertoire approprié à l'élève, en tout cas personnalisé, c'est possible. Donc, ouais, on pourrait travailler là-dessus, pas de Ah, problème. de toute façon, on reviendra un jour sur le chant, on reviendra sur la musique et on viendra même sur pourquoi la musique est indispensable au cerveau, avec un bouquin qui s'appelle La symphonie neuronale et qu'on trouve à l'heure actuelle à la médiathèque d'Albertville et dont on fera venir l'auteur. Mais bon, alors Ah, écoute, on Je reprend vais la fi- question, je c'est-à-dire finis, qu'est-ce que... voilà. Oh, Ouais. oui. Parce que prof de chant, musicien, je fais de la musique à l'image aussi. Donc, musique à l'image, c'est sur, comme ça l'indique, sur l'image, mais pour des films, euh, pour des, euh, pour des pubs, pour des choses comme ça. Je suis aussi, alors, on va dire que je travaille pour une radio. Je fais des chroniques musicales et depuis 1 an et demi, là, je fais des chroniques aussi sur des initiatives, sur les initiatives du territoire qui sont plutôt de l'ordre de la solidarité, tout ce qui a trait au circuit court. C'est des choses qui me touchent beaucoup et ça touche à l'écriture aussi parce qu'en fait, j'écris ces chroniques et du coup, c'était intéressant pour moi d'aller dans ce genre d'activité. Donc, en fait, j'essaye de faire des choses qui m'amusent. Alors, c'est bien parce que j'ai la chance de pouvoir le faire, j'ai le droit de pouvoir le faire, mais ce qui me permet aussi d'avoir du temps pour créer, parce que c'est important, en fait, c'est quelque chose de vital de créer, en fait, pour moi. Hein. Mais je pense que ce n'est pas que pour moi. Et du coup, comment j'en suis arrivé là? En fait, avec un peu de chance, avec beaucoup de travail, et je crois que c'est les deux éléments assez importants, de toute façon, je pense, pour chacun, en fait, dans quoi qu'on fasse. Voilà. La chance, c'est du travail. Alors, on te posera tout à l'heure quand même la question, et donc prépare-toi un peu, c'est de savoir pourquoi tu es essentiel, parce que nous, peut-être qu'on te le dira aussi un peu, mais c'est important. Tu trouves que la culture, c'est essentiel,
et pourquoi est-ce que tu penses que ce que tu fais, c'est effectivement essentiel. Alors, on va passer peut-être, on connaît un peu plus Benjamin, on connaît un petit peu son parcours, et puis on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis on va passer un peu aux grandes questions de ce soir qui vont nous occuper et ce soir et puis à d'autres moments sur la culture. C'est un peu pompeux hein, cette affaire-là, mais la culture, qu'est-ce que c'est et la culture, à quoi ça sert? Alors, on te les pose comme ça, puis tout à l'heure, il y aura quelqu'un qui s'appelle Charline. Charline sera la première questionneuse de la soirée et Charline, qui est professeur, qui est également quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la culture et qui étudie la culture, bah, te posera peut-être des questions plus précises que moi. Toi, c'est quoi la définition que tu donnes de la culture, justement? Parce qu'il y en a plusieurs. Ah, oui, il y en a plusieurs, ça dépend de quel point de vue on parle. Si on est philosophe, si on est sociologue, si on est musicien, si on est agriculteur, en fait, ça va dépendre de tout ça. Moi, ça peut être tout ça, mais je pense que ce soir, on est plus là pour parler de la culture, la musique, la peinture, enfin, tout ce qui a trait là-dessus. Donc, pour moi, la culture, c'est quelque chose qui va animer les gens, qui va leur faire découvrir des choses, qui va leur faire ressentir des choses, qui va leur apprendre des choses. Euh, Ça peut être tout ça, la culture. Euh, un tableau, un poème, une musique. euh, Ça peut être vraiment ce genre de choses. Après, je pense que moi, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas sociologue, donc ce n'est pas des choses sur lesquelles je peux aller, mais je peux parler de mon point de vue à moi. C'est Et, exactement ce qu'on te demande. Ne t'inquiète pas parce que voilà. les philosophes, on les aura. Et donc, là, pour l'instant, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qu'il y a sous le chapeau de Benjamin Fauge, quand il en a un. Et donc, c'est vraiment ta vision de la chose. Voilà. Donc, tu peux parler totalement subjectivement. Et tout à l'heure, tu parlais d'essentiel, en fait. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est toujours le même. Voilà. Pour moi, c'est toujours le même souci. C'est quand on a quelque chose, c'est bien, c'est là. Du coup, c'est cool. Je peux aller au cinéma, je peux lire un livre, je peux regarder, je peux aller au musée, je peux écouter de la musique, je peux aller en concert, écouter de la musique. Et du coup, au moment où tu n'as plus la chose que tu avais, mais tu ne faisais pas trop attention, alors tu apprécies tout ça, et d'un coup, en fait, tu l'as plus, tu te dis, ah bah ouais, mais en fait, oui, c'est essentiel. Et en fait, bon, c'est un peu galvaudé maintenant parce que on est parti sur les choses non essentielles, donc on enlève les choses non essentielles. Et en ce moment, on se rend compte que c'est très fragile, que cette culture-là, elle est très fragile parce qu'en fait, on ne va pas, on ne l'accompagne plus assez. Là, en France, on a de la chance parce qu'on est dans un pays où il y a un système qui accompagne les gens qui vivent ou qui peuvent vivre, qui ont envie ou qui peuvent vivre de la culture, que ce soit les danseurs, les musiciens, les, les gens qui font du théâtre. Et du coup, on se rend compte que là, on est dans un moment où c'était déjà fragile, mais là, avec ce contexte-là, ça le fragilise encore plus. Et, Et on et reviendra sur ce sujet notamment très important, effectivement, de la manière dont vivent les gens qui font vivre la culture. Tu sais, il y en a plusieurs d'ailleurs dans ton assistance ce soir. Hein. On repère pêle-mêle un metteur en scène de théâtre, une marionnettiste, un musicien et plein d'autres gens qu'on ne va pas citer, etc. Un professeur de chant. Donc, il y en a pas mal et on sera certainement amené dans les questions à reparler de ça. Je vais essayer de cerner un peu plus ce qu'est la culture et est-ce qu'il y a des choses qu'elle n'est pas, par exemple. C'est-à-dire que je ne sais pas où ça s'arrête. Est-ce que connaître la théorie de la relativité, est-ce que ça fait partie de la culture? là, on parle de culture générale, c'est ça? Donc, Ah ben, si on parle de culture générale, oui, oui, pourquoi pas, en fait. La culture en soi, de connaître, le savoir, en fait, savoir quelque chose. Mais là, je ne sais pas si je suis assez calé là-dessus pour donner une définition exhaustive de la culture. Ça me paraît compliqué de ma place à moi. Moi, c'est ma culture à moi, c'est-à-dire ma culture
ma culture, en fait, qu'on m'a donnée, que j'ai construite à force du temps. Donc, Alors, certains ont l'habitude de dire qu'il y a deux grandes jambes à une culture qui tient sur ses deux pattes. La première, c'est le patrimoine, c'est-à-dire ce qu'on hérite et ce qu'on va transmettre, l'ayant éventuellement transformé. Et la deuxième, c'est la création. Tu te sens bien avec cette définition ou est-ce que tu la vois autrement? je pense que, ouais, après, le patrimoine, pour moi, c'est ce qui est déjà installé. Ce qui est déjà installé et je vais dire ce que tu vas manger, ce que tu vas regarder. Euh, Quand je dis manger, c'est ce que tu vas lire, ce que tu vas regarder, ce que tu vas écouter. Et en fait, c'est ça qui fait qu'après, tu vas digérer tout ça et, et pouvoir créer. Alors après, chacun va créer à sa manière et de son point de vue et à son échelle. Mais je pense on est tous dans une démarche qui est de ce genre-là, c'est-à-dire d'engranger les choses pour soit les passer, soit, soit créer quelque chose avec, que ce soit les musiciens, les peintres, les danseurs, de toute façon, et même les spectateurs, en fin de compte, vont venir aussi participer à cette création-là. Donc oui, oui, ça me parle beaucoup. Ouais. Il y a une formule un peu facile, mais qui permet de se souvenir, qui est les racines et les ailes. Je ne parle pas de l'émission, je parle des deux choses qui justement permettent de définir ce qu'est une culture. C'est quoi tes racines à toi, justement, en matière de culture? Et puis après, on parlera de tes ailes. Alors, je pense que mes racines, en fait, elles sont multiples, parce qu'on va dire, il y a des racines familiales, et je suis attaché aux montagnes, mais quelque part aussi, je suis né à Chartres et c'est la Beauce, et du coup, c'est aussi quelque chose auquel je suis attaché. Donc c'est assez ambivalent parce que c'est pas du tout les mêmes paysages, et du coup, je suis ancré là-dedans. Je suis ancré aussi dans une musique qui est assez française au départ et après qui va partir avec le jazz sur beaucoup plus d'horizons euh, et sur beaucoup plus de continents aussi. Donc, en fait, mes racines, elles sont très longues. C'est-à-dire que je vais, enfin maintenant, après, je pense que bah, comme un arbre, hein, les racines, elles poussent et du coup, mes racines, elles vont aller dans des eaux assez différentes. L'Afrique, euh, les Balkans, pour la musique, entre autres, hein, et pour les textes, j'étais jusqu'à il y a quelques années beaucoup dans la langue française et c'est vrai que là, je découvre des écrivains, par exemple américains, et, euh, et, euh, et les racines, elles poussent. Et du coup, en fait, je pense que ça arrête jamais, enfin, c'est comme un arbre, ça arrête jamais de pousser, du coup. Donc, on Alors, je est. reviens au terme patrimoine. Excuse-moi, hein, te laisse pas interrompre si tu ne souhaites pas être interrompu, hein, parce qu'avec Zoom, c'est toujours difficile parce qu'il y a un petit décalage, hein. Tu peux poursuivre ton propos à tout moment. En termes de patrimoine, par exemple, sur la chanson, tiens, j'ai un petit bouquin à côté de moi, c'est Léo Ferré. J'aurais pu sortir, je sais pas, des chansons de Lucienne Boyer ou de choses comme ça. Est-ce que tu te ressens une responsabilité par rapport au patrimoine de la chanson ou pas? Ou est-ce que tu trouves tes racines ailleurs? Alors, une responsabilité, non. Euh, mes chansons, je les fais dans ma chambre, tu vois. Et du coup, c'est difficile de se voir, de se dire, d'avoir une responsabilité par rapport tout le patrimoine qu'il y a derrière. Genre, là, je pense à Brassens, à Brel, ou à Ferré, ou à Barbara, ou à des gens comme ça. Mais du coup, par rapport à ça, si tu bah, c'est des gens que tu admires. Donc, du coup, comme tu dis, c'est du patrimoine. Et quand tu vas devant un château, tu vois, par exemple, j'adore aller à Chambord parce que je trouve ce château magnifique et rempli d'histoire. Et du coup, c'est du patrimoine, mais tu es tout petit par rapport à ça. Et moi, je ne me sens pas responsable, surtout par rapport à des chansons que j'écris dans ma chambre et
qui sont au départ, que pour moi et que je vais partager aux autres après. Mais voilà, donc non, je ne me sens pas responsable. Et donc sur la création, hein, je parlais tout à l'heure du parapluie. Alors, moi, ça m'intéresserait bien de savoir, allez, comment elle est née cette chanson? Parce que je l'aime bien, mais tu as le droit d'en prendre une autre, hein. En gros, ça naît comment une chanson dans la tête sous le chapeau de Benjamin Fauge? Une chanson, ça n'est jamais de la même façon. Ça peut être une musique qu'on a entendue, ça peut être un mot, ça peut être une image, ça peut être un moment vécu ou un moment raconté ou un rêve. Ça peut être plein de choses comme ça en fait. Et une chanson, alors j'ai une écriture on va dire instinctive. C'est-à-dire que je mets pas, enfin ça dépend des chansons, mais la plupart du temps, je ne mets pas beaucoup de temps à les écrire parce que je laisse le stylo écrire en fait, sur la page blanche un peu comme il a envie. Alors bien sûr que c'est moi qui écris, mais parfois j'ai l'impression que, et Parapluie ça en fait partie, j'ai l'impression que quand j'ai écrit quelque chose, euh, c'est pas moi qui l'ai écrit. Alors c'est bizarre, mais en fait, je pense qu'il y a une part d'inconscient là-dedans. Et justement, l'écriture instinctive comme ça laisse pas mal de place à l'inconscient. Et après, bien sûr, on retravaille des choses, mais ça, c'est vraiment sur les détails et oui, sur les détails en fait. Alors, on va revenir tout à l'heure, notamment quand on t'écoutera sur cette chanson, et puis on essaiera de se demander justement comment elle a bien pu naître, mais on reprend sur la culture et notamment à quoi ça sert, parce que ensuite on ouvrira donc à la fois le questionnement à Charline et puis ensuite à l'ensemble des gens qui sont avec nous ce soir. Allez, je vais te donner quelques verbes et puis si tu es d'accord, tu peux dire oui après. Si tu n'es pas d'accord, tu peux dire non. Ça permet justement d'aller un peu plus loin. La culture, est-ce que ça sert à conserver? Est-ce que ça sert à transmettre? À Est-ce que conserver, oui. Bah, tu conserves, comme tu parlais de patrimoine, quand on va dans les musées, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on conserve pour l'histoire. Donc, c'est important de se souvenir de ce qui s'est passé avant pour ne pas reproduire les mêmes erreurs après, bien qu'on ne soit pas très doué là-dedans. Et après, tu as dit transmettre. Je crois que ça, ouais, transmettre. c'est Je un vais te mot. faire toute la liste si tu veux. Ah, pardon, excuse-moi. Tu peux choisir, oh bah là, tu sais, c'est comme tu veux d'ailleurs, hein, de faire autrement. Mais ça permet comme ça que tu chopes au passage un ou l'autre des mots qui te parlent plus, hein. Est-ce que c'est pour conserver? Est-ce que c'est pour transmettre? Est-ce que c'est pour partager? Est-ce que c'est pour comprendre l'identité? Est-ce que c'est pour comprendre l'altérité? Est-ce que c'est pour rassembler? Est-ce que c'est pour enrichir, pour créer? Est-ce que c'est pour progresser? Est-ce que c'est une forme d'éducation tout au long de la vie? Voilà. Bon, tu as plusieurs choix, puis je suis sûr que nos amis auront plein d'autres éléments. Qu'est-ce qui te parle là-dedans? Bah, en fait, je te dirais que tout me parle dans ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que transmettre, je pense que c'est transmettre et partager. C'est deux mots dans ta liste qui me paraissent importants parce que transmettre, en fait, transmettre et partager l'émotion. Transmettre, quand on écrit une chanson ou quand on fait un tableau, je pense, ou quand on danse, ou quand on, enfin, n'importe quelle forme d'art, on a une intention première qui nous est personnelle, mais qui ne nous appartient plus, à mon sens, dès qu'elle sort de nous. Et du coup, elle appartient après aux gens qui la reçoivent. Et du coup, ce que je trouve assez magique, c'est que parfois, en fait, ton intention n'est pas du tout celle qui va être reçue. Elle est presque similaire, mais ce n'est pas la même chose. Et en fait, je pense que ça dépend de qui la reçoit. Et ça ne dépend pas de qui l'envoie. Et je trouve ça assez magique. Donc, transmettre et partager l'émotion, c'est ce qui, en ce moment, est hyper difficile, je pense, pour beaucoup de monde. Et pour ceux qui sont sur scène et pour ceux qui sont devant la scène, c'est partager cette émotion-là. Partager un moment qui est hors du temps.
partager un moment devant un tableau, partager voilà, une danse, toutes ces choses-là qu'on peut plus faire. Donc, je trouve que c'est transmettre et partager, moi, bien que tout ce que tu as dit comme mot ou comme notion me parle aussi, mais je pense que c'est ces deux Et, mots que je ressortirais. et puis, ce sera ma dernière question avant Charline. Est-ce que tu penses que la culture, c'est d'une certaine façon une manière de continuer à… Alors, est-ce que c'est apprendre tout au long de sa vie ou est-ce que c'est pas tout à fait ça, quand même? Alors, oui, mais après, apprendre quoi? Apprendre le savoir ou apprendre on va dire, dans le savoir théorique ou dans le savoir émotionnel? Parce qu'en fait, je pense que Découvrir une nouvelle émotion, si. voilà, découvrir quelque chose en fait qu'on ne connaissait pas, ou alors quelque chose qu'on connaissait mais dont on ne se souvient plus, oui, c'est le prolongement de ça. Je pense que oui. Je pense que ça fait partie en fait, ça fait partie de tout de, tout- de cette imbrication-là. C'est-à-dire, la personne qui crée va engendrer cet apprentissage, mais même, par exemple, voilà, historique ou émotionnel. Ouais. Merci Benjamin. Est-ce que Charline peut prendre le micro? Charline, tu peux également mettre ta vidéo pour qu'on te connaisse, puisque Charline est une jeune professeure de lettres qui nous a rejoint à l'Université populaire et qui sera une des, alors on appelle ça chez nous les acteurs, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de membres du conseil d'administration et puis on a un certain nombre de gens qui ne sont pas encore élus puisque tout simplement ils n'étaient pas encore là et ils nous rejoignent comme acteurs, justement comme gens qui vont donner un peu de fuel au projet qui en a besoin. Charline, la parole est à toi. Bonsoir, bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Oui, très Donc bien. effectivement, je ne vais pas refaire la présentation qu'Erika a faite, je suis effectivement professeure de lettres et puis impliquée sur un certain nombre de projets culturels ici ou ailleurs. Moi j'habite sur Faverges, donc c'était sur pas mal de politiques culturelles sur Faverges où je suis également élue. Bon, pas mal de choses ont déjà été dites sur à quoi sert la culture et en quoi elle est essentielle. Alors après, dans cette période, on a aussi constaté que finalement, on a découvert ou appris à faire avec d'autres formes de culture à distance, avec des représentations théâtre, des captations théâtrales, des concerts finalement comme on a pu. Et en quoi, en fait, on peut se poser la question avec Benjamin Fauge, on en a déjà parlé là avec le partage, mais en quoi finalement, malgré toutes ces formes de culture nouvelles qu'on a inventées, découvertes, en quoi finalement on a quand même le sentiment plus que jamais que les moments de culture vivants sont essentiels. Vous, en tant que musicien, chanteur, qu'est-ce qui fait que ça ne remplacera jamais Ouais. une présence? En fait, pour moi, on a changé le support, on a changé le média. Et en fait c'est coupé parce que moi, personnellement, voir un concert enregistré, euh, ça ne me procure pas autant de choses euh, que si j'étais là avec, en fait, les musiciens. Et, euh, et je pense que pourquoi parce qu'en fait, il n'y a plus ce contact-là, il y a plus l'émotion. On est devant un écran d'ordinateur, comme on est là ce soir, en fait. Ce soir, ça aurait été vachement plus agréable, je pense, pour tout le monde d'être, voilà, de se voir, de pouvoir euh, se regarder en vrai dans les yeux, parce que là, on regarde une webcam, donc c'est assez bizarre. Donc, je pense que ce qui manque, c'est ce contact-là. Et je ne pense pas que l'émotion puisse passer dans les tuyaux d'Internet. Ça me paraît assez peu probable. On n'est pas encore on n'a pas encore le cerveau avec des puces, tout ça. Donc, du coup, je pense que ça n'a pas pour nous, ça n'a pas de sens. En tout cas, pour notre cerveau, c'est difficilement compréhensible, en fait. Bien sûr, on voit les gens jouer, on voit la musique, mais ça n'a pas la même saveur, quoi. C'est quelque chose qui est… Oui, c'est quelque chose qui n'a pas la même saveur. Et Je relaisserai la parole à Charline, mais juste pour te dire que moi, ouais, je suis désolé, mais je ressens vraiment de l'émotion à t'écouter tout de suite. Et peut-être que d'autres, d'ailleurs, c'est le cas.
Et tu sais, le virtuel, alors il y a quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle Michel Serres, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, et qui disait, mais le virtuel, même Madame Bovary, elle était dans le virtuel, et finalement, c'est du réel, mais une autre sorte de réel. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une vraie réalité là avec toi? Oui, non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis que c'est pas la même saveur. Là, en fait, on Ça, c'est est pas la tous. même présence. C'est ça, c'est pas la même présence. On est tous devant. Là, ce soir, par exemple, on est tous dans notre bureau ou notre canapé et c'est pas le même contexte, tu vois. Je suis chez moi. Là, j'ai la porte derrière, il y a ma fille et ma compagne. Du coup, tu vois, c'est un peu étonnant, quoi. Tu vois, donc c'est sûr, c'est nouveau, mais je pense que c'est ça qui est essentiel en fait, c'est le contact avec les gens. C'est pas s'il n'y a pas de c'est voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est le support. On a simplement changé le support ou le média. Et du coup, peut-être qu'en plus, il y a des gens chez qui ça marche. Regarder un concert en direct à travers un écran, certainement ça marche. Moi, ça, c'est mon avis, hein. Je ne dis pas que c'est une généralité qu'il faut faire. Mais moi, pour moi, je trouve que c'est compliqué. Et même dans l'autre sens, pour l'avoir fait, euh, j'ai joué au garage il y a pas longtemps, en fait, pour un live confiné. Mais du coup, c'est bizarre parce qu'en fait, on joue, on sait qu'il y a des gens qui sont derrière leur écran, on leur parle, mais en fait, le contexte est que je suis tout seul sur scène avec mon pianiste. Et en fait, j'espère que les gens sont contents, mais je n'ai pas le retour, en fait. Et c'est pour ça que la scène, comme ça, c'est génial, parce qu'on a un retour direct. C'est-à-dire, ça plaît, et ben, c'est super. Ça plaît pas, ben, on le sait aussi tout de suite. Et du coup, euh, on partage des choses, quoi. Et là, il y a un décalage, en fait. Parce que après, oui, tu vas regarder les commentaires qui vont dire ouais, c'est génial, c'était vachement bien, ou les gens vont t'envoyer un message, te dire machin. Alors, ça fait plaisir. Tu dans la même émotion. Tu n'es plus dans la même chose. Donc, c'est assez. Alors, c'est paradoxal. C'est C'est paradoxal. peut-être d'ailleurs ce que nous aura révélé ce moment. Ce que nous aura révélé ce Oui, moment, c'est que finalement, la culture, elle est essentielle aussi. Elle est essentielle par sa présence physique. Et que même si on a peut-être inventé des choses très intéressantes pendant ce moment qui nous reste, mais en tout cas, cette présence, ce partage, même s'il peut se faire virtuellement, cette présence, elle est quand même, elle est quand même essentielle. Alors j'avais une autre question sur le à quoi sert la culture. On était beaucoup dans l'individuel finalement. On a été beaucoup dans la réponse à quoi ça sert la culture d'un point de vue individuel, de partage, d'émotion, de sensibilité. Finalement, d'un point de vue collectif, et peut-être que cette période elle nous aura permis de réinterroger ça aussi. Collectivement, à quoi ça sert la culture? ça construit. Collectivement, ça construit quelque chose. Ça construit une identité. Ça construit une société. Ça construit si on parle de culture française, par exemple, euh, on a une identité dans l'art, dans l'architecture. Tu parlais de patrimoine, Eric, tout à l'heure, c'est ça. En fait, on a quelque chose qui est marqué. Donc, c'est ça que je pense que collectivement, qui est la culture, ça nous sert à nous rassembler. À nous rassembler, on voit bien que, euh, par exemple, après le Bataclan, ce qui s'est passé, c'est que, eh ben, en fait, les gens avaient envie de ça, avaient envie d'aller à un concert, avaient envie de protester comme ça. C'est pas genre je descends dans la rue pour dire je suis pas d'accord. C'est par des actes. Et je pense que c'est ça, ça construit en fait une identité, une solidarité. Et c'est aussi au niveau émotionnel, en fait, ça construit quelque chose. Donc, je pense que c'est tout un agrégat de choses qui font que collectivement, on se construit aussi comme ça. Tu dis, Charline, si tu as envie d'en poser encore ou si tu préfères qu'on laisse le Oui, public puis en poser, la parole est vraiment à toi comme tu le oui, veux, puis hein. on va rebondir après. S'il y a d'autres questions, puis on Oui. rebondit après, ouais. Alors moi, ce que je proposerais volontiers à Benjamin, si c'est la demande générale, c'est
est-ce que moi, si je sors mon parapluie, est-ce que tu sors ta guitare? Allez, si tu veux. Ouais. Allez, On peut vas-y. faire ça. Donc, je vous montre le parapluie en question, et puis lui, on va l'entendre un petit peu quand même, parce que nous, on sait ce qu'il fait, on connaît sa voix, on connaît sa musique. Mauvaise nouvelle pour lui, c'est qu'on devient vite patrimoine. Donc, dès qu'on a créé, finalement, ce qu'on a créé, ça devient du patrimoine. Moi, j'aimerais penser que peut-être cette chanson-là, on s'en souviendra. Quand tu veux. J'accorde ma guitare. Oui, oui, alors, pas de souci. Bah, peut-être pendant que tu accordes ta guitare, parce que je voudrais garder cette question pour après, on a eu, et puis je sais que ça touche beaucoup de gens qui sont parmi nous ce soir, on a eu un certain nombre d'ersatz pendant la période trouble que nous avons vécue en matière culturelle, mais c'est vrai qu'on a essayé plein de choses, et notamment, y compris les télévisions françaises ont lancé Culture Box, par exemple, qui est une télévision consacrée au spectacle vivant. Alors, quand tu auras fini de chanter, une des questions qu'on pourra te poser, c'est est-ce que ça le fait ou est-ce que ça ne le fait pas? Et est-ce que les ersatz qu'on a inventés sont suffisants ou pas adaptés, etc. Mais on te laisse chanter d'abord. Et ben, je vais chanter Parapluie, du coup. Tu n'as pas le choix. Hein. Une petite route étroite, un doute s'échappait, et c'est le départ. Une petite pluie qui saoule, l'ennui qui roulait, et c'est le départ. L'ombre de la pluie me fit des sensations fortes, tellement je me nuis, le cœur à la porte, je ne veux pas croire qu'il pleut aussi dehors, on se réjouit en ville de tout de nos sorts, le game en fruitier, ce coin de paradis mouillé dans le soir. Une petite route étroite, un doute s'échappait, et c'est le départ. Une petite pluie qui saoule, l'ennui qui coulait, et c'est le départ. J'aurais dû décoller l'ennui avant de me mouiller, avant d'y mouiller mes mains, avant d'y mouiller mes mains. J'aurais dû prendre un parapluie avant de passer mon chemin, avant de passer mon chemin. Le doute et puis l'ennui me collent, les sensations fortes tellement je me nuis, la main à la porte, je ne veux pas croire qu'on doute aussi dehors, on se réjouit en ville de tout de nos sorts. C'est parfois futile ce goût de paradis perdu, dérisoire. Une petite route étroite, un doute m'échappait, c'est le départ. Une petite pluie qui saoule, l'ennui qui coulait, c'est le départ. J'aurais dû éviter la pluie avant de rester sur ma faim, avant de rester sur ma faim. J'aurais dû prendre un parapluie avant de passer mon chemin, avant de passer mon chemin.
crainte, un doute m'échappait. Et c'est le départ. Une petite pluie qui saoule l'ennui qui coulait. Et c'est le départ. Merci beaucoup, Ben. Alors, vous comprenez pourquoi, effectivement, on a envie d'une vraie présence, parce que c'est vrai que ce qu'on écoute, bah, c'est très beau, mais ça n'a rien à voir, évidemment, avec le fait de se retrouver autour de Ben, dans une salle, que ce soit le garage de la librairie des Bauges ou que ce soit une autre salle, et avec une vraie présence. Mais enfin, ceci dit, honnêtement, Ben, moi, j'ai ressenti de l'émotion. Et deux, je suis désolé, mais quand on a écouté cette chanson, allez, 5 ou 6 fois, comme c'est mon cas, elle est déjà un peu patrimoine pour moi. Donc tu finiras, C'est ton patrimoine à toi, du coup. quelconque, on verra. Alors on va passer la parole à tous ceux qui veulent la prendre, hein. Il suffit de se faire connaître et puis vous avez le droit de poser des questions sur tout, hein. On se pose des questions comme dans une soirée entre amis. Ça tourne autour effectivement de c'est quoi la culture, à quoi ça sert la culture, et puis on a un certain nombre de gens de culture parmi nous, ils ont le droit de nous dire aussi ce qu'ils en pensent et comment ils l'ont vécu et de confronter avec Ben ce qu'ils ont à dire. La parole, chers amis, est à vous tous. Prenez-la. J'avais une question pour prolonger ce qu'on disait tout à l'heure. Et à Benjamin Faux, j'ai effectivement d'autres. Il y avait Thierry Ballas avec qui j'ai pu travailler avec des élèves aussi à un moment donné. Finalement, est-ce qu'on doit être plutôt optimiste ou pessimiste de ce qu'aura appris la culture pendant cette période difficile, hein, cette crise, on n'est pas encore sorti, mais est-ce que finalement on va en sortir avec plus de positif, de changement, ou vraiment on aura du mal à s'en remettre et à retrouver une forme de culture? Alors, optimiste ou pessimiste quant à la suite? Alors, pas la suite de la situation sanitaire, mais la suite de la vision et de la manière dont va évoluer la culture sur nos territoires et puis dans nos vies. Moi, je pense que ça va être, enfin, c'est dur et ça va être très dur parce qu'il y a plein de gens qui vivent on va dire, de l'art en général, pour être assez, pour englober pas mal de choses, et ça va être dur. Les intermittents, enfin, je pense que ça va être compliqué. Très Moi, compliqué pour vous. Je vais parler de la musique que je connais mieux que les autres domaines. On a toute une programmation, en fait, qui a été réalisée par les salles de spectacle, les théâtres, et plein de choses, enfin, les bars, les salles de concert. Et du coup, il y a des choses qui ont été annulées, des choses qui ont été reportées, et beaucoup de choses qui ont été reportées. Et du coup, ça va être la queue. Ça va être vraiment la queue. Au moment où on va pouvoir reprendre, ça va être très compliqué. Et en fait, ça décale. Et même au moment où on pourra sortir la crise sanitaire, mais je pense que ça l'est pour ce domaine-là et plein d'autres, en fait, c'est au moment qu'on va sortir que ça va être difficile. Je suis optimiste parce que, en fait, je pense que les gens qui créent ont toujours cette capacité à s'adapter. Et je pense que on ne connaît pas encore ce qui va se passer, mais je pense qu'il y aura de l'adaptation. À mon sens, c'est pour ça que je suis optimiste. Je suis pessimiste pour l'instant, mais je pense que derrière, j'ai un peu d'optimisme parce que je pense que les créateurs sont capables de s'adapter. Voilà. Alors, il y a Thierry qui veut prendre la parole et moi, je voudrais vraiment le saluer ce soir. Je crois qu'il nous appelle du Mans, si j'ai bien compris. Thierry, on le connaît bien sur le territoire, hein. C'est quelqu'un qui a travaillé avec des adultes, avec des enfants. J'ai eu le plaisir aussi de le recevoir dans la commune dont je m'occupe. Et Thierry est vraiment un artiste de talent aussi, avec une équipe de talent. Thierry, la parole est à toi et
tu peux nous expliquer ce que tu souhaites nous expliquer ou dialoguer avec Benjamin, c'est ton choix. Bonsoir à tout le monde. Ça va, vous m'entendez? Oui. Ok. Bonsoir Thierry. D'abord, remercier Benjamin là, pour son engagement de ce soir et merci pour ce moment de partage. Et je te rejoins sur l'idée de la transmission et du partage. Moi, j'avais juste envie de réagir à 2-3 petites choses que j'ai entendues et voilà, je vous donne ma position, qui est une position à la fois effectivement d'artiste, mais qui est aussi une position de directeur de compagnie et qui est aussi une position de tout simplement de citoyen. Et alors, moi, pardon, mais j'ai la sensation qu'on n'a rien inventé hein, ces derniers temps. Faire de la musique à travers des images téléportées, bah, je sais pas, moi j'ai connu ça quand j'étais petit. Le théâtre à la télé, bah, théâtre ce soir, enfin voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas du tout la sensation qu'on ait inventé quoi que ce soit. Et par contre, ce qui est en train de se passer, effectivement, depuis quelques mois, c'est une idée de remplacement. C'est-à-dire qu'effectivement, la place qui est laissée vacante à la culture du rassemblement, à la culture du vivant, voilà, elle est prise effectivement par tous ces systèmes médiatiques. Mais même Culture Box, on en parle comme d'une invention, c'était une chaîne qui existait déjà. Et pardon, mais alors moi, effectivement, l'émission nouvelle qui a été créée à l'occasion du confinement, bah, je vous assure, hein, j'ai fait des efforts. Je suis allé la regarder, mais pas très longtemps. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et j'avais juste aussi envie de partager un truc qui me paraît... Il se trouve que j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps sur le concept de la résonance qui est porté notamment par un philosophe qui s'appelle Arthur Rosa. Et moi, qui m'a permis de comprendre quelque chose, et j'avais envie de partager ça avec toi, Benjamin, parce que vous n'arrêtez pas de parler de cette question d'émotion. Et effectivement, je pense qu'effectivement, on peut ressentir de l'émotion devant un écran de la même façon qu'on peut ressentir de l'émotion en lisant tout seul dans sa chambre un livre. C'est quelque chose qu'on connaît tous. Et en fait, ce que je crois, c'est qu'un artiste ne transmet pas une émotion. Ce que je crois, c'est qu'un artiste, il vit des émotions, il en fait quelque chose, des vibrations. Moi, j'ai envie d'utiliser ce terme générique de vibration. Et puis, il envoie ça. Et effectivement, comme tu le disais, Benjamin, en face, c'est la personne, en fait, qui va se fabriquer son émotion. Et voilà, c'est ce qu'on a effectivement pu vivre ce soir grâce à toi. Alors, certainement pas tous de la même façon. Moi, je découvrais ta chanson. Et il se trouve que malheureusement, tes vibrations sont passées par un micro tout pourri, par des enceintes toutes pourries, les miennes. Hein. Et du coup, bah, oui, ça pénalise un petit peu l'écoute de ta chanson. Mais certainement que si je l'avais entendue avant, bah, je me serais fabriqué moi-même l'écoute de ta chanson et que j'en aurais mieux profité. Mais elle m'a plu malgré tout, et malgré tout, j'ai ressenti quelque chose. Donc oui, tout ça, ça peut se vivre, effectivement. Mais ce que je crois que ce qui nous manque, ce n'est pas uniquement le contact avec l'artiste, c'est notre rassemblement à nous, public. Là, je parle en tant que public. C'est que quand on va dans une salle de spectacle, on se rassemble. Et c'est quoi les derniers endroits où on se rassemble? C'est quoi? C'est-à-dire, à part, effectivement, on peut encore se rassembler au carrefour du coin. Voilà, je vous laisse juger vous-même de la qualité du rassemblement. Et pour ceux qui vont dans les églises, effectivement, qui ont cette chance de pouvoir se rassembler dans les églises ou dans les lieux de culte, quels qu'ils soient. Mais voilà, et à part ça, la salle de spectacle est un lieu de rassemblement. Et je pense qu'on vit des choses, encore une fois, des vibrations. Vibrations, on peut l'entendre au sens physique, mais aussi au sens philosophique ou politique. Et je crois que c'est ça qui nous manque. Et pour terminer, parce que je ne veux pas non plus monopoliser la parole, je vous donne juste un regard sur ce que c'est que pour moi la culture. La culture, c'est ce qui marque notre humanité et c'est ce qui nous permet de faire société. Et je n'ai pas la sensation qu'on soit en perte de culture. On est en bascule de culture. Et c'est pour ça que moi, je me permets un positionnement, pardon, peut-être vous le sentez un peu. Moi, en tant que directeur de compagnie, je suis franchement en colère avec ce qui se passe. En tant que citoyen, je suis très, très inquiet. Et en tant qu'homme, je suis hyper ému de ce qui se passe parce que je pense qu'on est en train de vivre effectivement une bascule. Si on n'est pas vigilant, si on ne réagit pas, on est en train de vivre une bascule de culture parce qu'effectivement, on n'est pas privé de culture. Simplement, on est privé d'un certain mode de culture. Et du coup, là, ce qui est en train de se développer, c'est une culture de l'isolement. On est en train de mettre en avant
les valeurs du télétravail, on est en train de mettre en avant effectivement tout ce qu'on peut vivre derrière nos écrans. Mais ça, c'est la culture de chacun chez soi. Et voilà, moi, ça, c'est pas mon monde. Donc, c'est pour ça que voilà, moi, j'ai tendance à être beaucoup en réaction avec ça. Merci. On n'est pas en train de vivre quelque chose de temporaire, on est en train de vivre une bascule. Voilà. Merci beaucoup Thierry pour ce témoignage qui est vraiment important pour tout le monde. Benjamin, est-ce que tu veux réagir? Et puis après, on redonne la parole au public. Je vais réagir en disant que je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Thierry, en fait. On le sent bien, mais la bascule, elle est elle n'est pas que dans la culture. Il y a des choses auxquelles il va falloir faire attention pour ne pas basculer dans quelque chose qui serait, bon, on ne va pas faire de politique ce soir, hein, mais qui serait gênant pour la démocratie, pour la citoyenneté des gens. Je vais en rester là, mais voilà. Et au niveau culturel. Il n'y a pas de tabou, hein, tu dis ce que tu veux. Et chacun d'ailleurs dit ce qu'il veut du moment qu'il est gentil avec son voisin. C'est l'esprit Unifpop. Donc tu peux tout... Non, mais après, c'est mon avis, mais je pense qu'on arrive sur des privations de liberté et sur lesquelles il faudra être vigilant pour pouvoir rétablir ces libertés après ce moment particulier. Moi, mon appréhension, ma peur, c'est qu'il y ait des choses qui restent telles qu'elles sont maintenant. Et c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Et ça rejoint aussi ce que disait Thierry. Sur la culture, j'ai peur qu'il y ait des choses dont les gens prennent l'habitude. La télé a déjà un grand espace dans nos vies depuis des années. Et c'est vrai, comme dit Thierry, on n'a rien inventé, mais là, elle en prend un peu plus. Alors en plus, là, maintenant, on a des enfants qui regardent la télé pour apprendre. On regarde un moment de culture. On peut visiter des musées sur Internet. Donc, c'est génial. Plus personne, enfin, tu n'es même pas obligé d'y aller. Donc, je trouve que voilà, il faut faire attention. Il faut faire attention à ces choses-là parce que c'est précieux. Que ce soit la démocratie ou la culture, c'est précieux. Et il faut être vigilant pour pas que, comme le dit Thierry, ça bascule, mais du mauvais côté, quoi. Merci Benjamin. Alors c'est un point sur lequel on continuera à s'interroger à Unifpop et notamment avec des amis du monde du cinéma, parce que le cinéma est probablement l'un des arts les plus concernés par ce qui est en train de se passer. Et plus globalement, un certain nombre d'analystes considèrent que ce qui se passe à l'heure actuelle, ça n'est en fait qu'un accélérateur, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de tendances qui étaient déjà dans l'air et que dans différents domaines, que ce soit dans la culture, dans l'enseignement, voire dans le travail, c'est un accélérateur. Donc, on y reviendra, vous inquiétez pas. La parole est au public. Ceux qui veulent prennent la parole. Il suffit de la demander. On ne vous voit pas forcément. Lancez-vous. Vas-y. J'aurais une question. Je vais commencer par parler d'université, même si c'est loin de notre sujet d'aujourd'hui. On peut parler d'université avec un grand U, ou on peut parler même d'une université prestigieuse, ou on peut parler de l'université populaire. Et on le sait dans le cadre dans lequel nous sommes. Alors ma question maintenant revient à la culture. Est-ce qu'il y a culture avec un grand C? Est-ce qu'il y a culture prestigieuse? Est-ce qu'il y a culture populaire? Alors, moi, je vais répondre de mon point de vue. Je dirais qu'en fait, il y a une culture et après, quand on dit une culture populaire, c'est un point de vue. C'est-à-dire que moi, il y a des choses que je vais trouver populaires, mais dans ma bouche, ce n'est pas péjoratif. Il y a des choses que je trouve populaires et qui sont de qualité. Après, c'est mon point de vue. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je vais trouver pas bon, que je ne vais pas aimer, mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas bien. C'est mon point de vue. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des choses sans doute que vous aimez, vous, de la musique que vous aimez, de la peinture, des pièces de théâtre, et des choses que vous n'aimez pas. Et vous allez pouvoir dire ah bah, ça, c'est vraiment pas bien. Ça, c'est de la culture populaire. Je pense à Patrick Sébastien. Voilà. Je ne sais pas pourquoi,
Mais par exemple, voilà, musicalement, bon, on en pense qu'on veut, ça marche bien, les gens, c'est facile à écouter. Et populaire, c'est quoi? Ça veut dire que ça parle aux gens. Ça veut dire que les gens, ils écoutent. Et après, sorti de toute notion de qualité, parce que ça, c'est subjectif, c'est pas objectif. Après, il faudrait avoir, je pense que là, après, c'est plus philosophique, il faudrait avoir un philosophe, mais moi, populaire, ça me gêne. Moi, je pense que quand on fait une musique, pour ma part, ou un spectacle de théâtre, on a envie que ça soit populaire, on a envie que ça marche, on a envie que ça parle au plus grand nombre de gens. Donc moi, ce terme-là ne me plaît pas. Et la culture avec un grand C, tout ça, pour moi, c'est des noms qui sont pas, enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que je pense que tout est, tout a vocation à être partagé. Et après c'est de la subjectivité, quoi. C'est-à-dire que j'aime pas. Et après, c'est aussi, alors après, bon, on est dans une société où c'est compliqué pour la musique, par exemple. Il y a beaucoup de musique. Maintenant, ce qui est populaire, c'est le rap, par exemple. Avant, c'était plus la chanson française. Avant, c'était plus autre chose. Demain, ça sera certainement autre chose. Mais ça, c'est parce que, en fait, on est dans quelque chose qui est commercial, qui est du marketé. Hein. Donc, et ça marche pour plein d'autres choses. Donc moi, pour moi, ça ne me parle pas, la culture avec un grand C, ou faire une différence entre ce qui est pour ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas appris, tout ça. Je pense que ça n'a pas de sens pour moi. Alors, on va demander à tout le monde de s'exprimer sur le sujet, hein, ceux qui le souhaitent. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez être pas d'accord. Et puis, s'il n'y a personne pour pas être d'accord, ben, on jouera, parce qu'on est très fort là-dessus à Université Populaire, il y a un avocat du diable et je prendrai ce rôle-là. À vous. Isabelle, Oui, Isabelle, à bon, toi. je ne sais pas si c'est dans le sujet exactement, mais par rapport aux visioconférences, entre autres, je pense que ça a quand même un intérêt. Bon, moi, j'ai beaucoup galéré pour utiliser ces techniques-là, mais par exemple, ça me permet d'être avec vous, d'échanger, de me cultiver avec vous ce soir, alors que peut-être j'aurais pas pu aller sur place au garage ou je ne sais où pour d'autres raisons. J'ai l'occasion souvent aussi de participer à d'autres visioconférences, notamment dans le cadre de mes différents engagements associatifs, où par exemple, habituellement, je montais une fois à Paris par trimestre au niveau de l'association pour au niveau national échanger entre nous. Bon, et souvent pour des raisons financières, des raisons de disponibilité de transport, un certain nombre de personnes ne pouvaient pas participer. Et donc d'échanger et peut-être vivre davantage la démocratie. Et je pense que ce qu'il faudra quand même tirer comme positif de cette situation de pandémie, c'est peut-être voir avec la vigilance qu'évoquait évidemment Benjamin tout à l'heure, comment ces nouvelles techniques peuvent être complémentaires, comment le présentiel peut être complété par le distanciel. Voilà ma réflexion. Merci Isabelle de ta remarque. À tout moment, Benjamin, tu peux réagir ou on passe la parole au public. Hein. Continuez, chers amis. Bon, alors je fais l'avocat du diable en attendant, j'aime bien faire ça. En anglais, il y a deux mots qui sont utilisés, qui sont terribles d'ailleurs. Quand on parle du monde culturel, on parle de culture, hein, la culture. Et puis, à un certain moment, on dit the entertainment industry, hein, l'industrie de l'entretiennement ou je dirais, du loisir, du divertissement, etc. Pour le coup, c'est pas facile, chers gens de culture qui êtes là. Comment on fait la différence? Parce que y a-t-il une différence? Et s'il y a une différence ensuite, se posera forcément pour un État
la nécessité de financer ou de ne pas financer ce qui serait du domaine de la culture ou ce qui serait du domaine de l'entertainment. Comment réagissez-vous à cela? Pourquoi faire la différence, en fait? Enfin, pour moi, euh, ça me fait penser à Scorsese qui tapait sur les films Marvel, tu vois, ou tous ces films de super-héros. Donc, c'est pas du tout le même cinéma. On est d'accord, mais c'est du cinéma. Ça parle. Ce que fait Scorsese, c'est aussi du loisir. Enfin, je veux dire, moi, quand je vois un film de Scorsese, je passe un très bon moment, ou pas des fois, mais ça, c'est encore subjectif. Mais du coup, si je regarde un film de super-héros, je vais certainement passer, où il y a des gens qui vont certainement passer un bon moment. Du coup, c'est un moment de loisir. Quand je vais voir un concert, c'est un moment de loisir, dans le sens où je vais me détendre, je vais, euh, je vais apprécier le moment. Voilà. Donc, après, derrière, je pense que ce que tu dis, c'est le côté, ce dont je parlais tout à l'heure, le côté marketé des choses. Mais en fait, pour moi, c'est la société qui fait ça. C'est-à-dire qu'on est dans une société où tout doit avoir un emballage, tout doit être publicitairement impeccable. Du coup, après, c'est sûr, il faut faire son choix. Tu vois, c'est comme au supermarché, quoi. Si tu veux manger du bio, ben, voilà, il faut faire ton choix. Tu peux pas prendre n'importe quel, tu peux pas regarder n'importe quel étal. Après, moi, je pense que c'est une question individuelle à se poser. Après, collectivement, de quelle culture on a envie. Mais après, s'il y a des choses qui marchent, c'est que ça parle à des gens. Alors après, tu peux avoir le discours en disant oui, mais les gens sont habitués à écouter ce genre de musique, par exemple, à la radio. Alors c'est vrai que les radios, elles ont tendance déjà à passer tout le temps la même chose. Je ne sais pas si des fois vous écoutez, je pense quand il y a grève à France Inter, il y a de la musique tout le temps. Alors c'est bien, mais c'est tout le temps, enfin, c'est très marqué. C'est très marqué. Quand on écoute, je ne sais pas, Énergie, alors j'écoute moins, mais c'est très marqué et c'est tout le temps les mêmes morceaux. Et après, voilà, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il y a des contrats entre les radios et les boîtes de production. Donc c'est un système commercial. Donc, à un moment donné, ce système commercial, il va avoir ses avantages et ses inconvénients. Et des fois, ben, voilà, on peut être Alors, d'accord ou pas d'accord. on consacrera un moment très spécial à la notion de politique culturelle, hein. Donc, ce n'est pas effectivement ce soir qu'on va s'occuper de ça. Mais ceci dit, merci beaucoup pour ta réponse qui éclaire sérieusement la question un peu provocatrice que je souhaitais poser. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent intervenir? Non, après, effectivement, tu disais, Eric, c'est aussi une question, c'est pas une question de mépris. Je pense que, comme c'est Benjamin Fauch, il n'y a pas de mépris à avoir moi, en tant que prof. Je suis très ouverte, justement, et j'adore quand les élèves nous font partager leur culture, parce que je me tue à leur dire que la culture, c'est des moments de partage et d'éveil de curiosité. Mais après, effectivement, c'est en termes de politique et de société, il y a certaines formes de culture qui n'ont pas besoin finalement de soutien et d'aide, qui ne sont pas pour moins essentielles que d'autres, et qui ont peut-être moins besoin d'aide ou d'ouverture pour qu'on puisse les transmettre, parce qu'elles nous transmettent plus naturellement. Et après, c'est quel rôle un vaste nous de personnes qui vivons à différentes échelles dans le monde de la culture et du savoir, qu'est-ce qu'on fait pour faire vivre toutes les formes de culture. Et après, c'est qu'est-ce qu'on fait pour intéresser le plus grand nombre à toutes les formes de culture et faire en sorte, c'est exactement la même idée que sur France Inter, que chacun ne reste pas enfermé dans sa bulle de culture. Parce qu'on a bien dit que la culture, c'est le partage des émotions, la présence. Et si on reste chacun enfermé dans nos bulles de culture, tout ce qu'on a dit de la culture ne vaut plus, en fait. Merci. Est-ce que d'autres souhaiteraient intervenir? Ça peut être par une question, ça peut être par une remarque. On a allé une petite dizaine de minutes encore. Sinon, hélas, j'aurais 20 questions si c'était nécessaire. Thierry souhaitait réintervenir. Allez Thierry, à vous. À toi, pardon. Oui, peut-être des pistes de réflexion, des choses qui me viennent en vous écoutant.
D'abord, je voudrais rendre un hommage à ma prof de français de classe de 3e, parce qu'elle avait un rituel. Chaque cours démarrait par une lecture de poésie. Et pendant tout le premier trimestre, ce rendez-vous m'ennuyait totalement. Et puis, un jour, elle a lu Verlaine, Les sanglots longs des violons de l'automne. Voilà. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je me suis pris une claque. J'ai entendu de la musique, je me suis pris une claque. Et tout à coup, ce rendez-vous était le rendez-vous que j'attendais. C'est voilà, mon premier choc de culture, c'est ça. Donc, mais ça demandait à ce qu'elle prenne du temps. Moi, je pense qu'il y a la question du temps. La question de le partage de culture, ça demande du temps. Voilà. Et l'autre hypothèse que je fais aussi, alors il y a un truc qui est très particulier avec le monde de la musique, c'est qu'il y a deux mondes de la musique. Il y a le monde de la création et il y a le monde de l'industrie musicale qui existe depuis très longtemps. Hein. L'industrie musicale, ce n'est pas quelque chose de récent. C'est lié avec l'arrivée du phonographe, en fait. Et ces deux mondes, parfois, cohabitent, hein, ils se rencontrent, mais voilà, ils existent aussi en parallèle. Et donc, il y a toute une industrie musicale qui va faire effectivement quelque chose, qui va produire des choses qui, effectivement, répondent au goût du public, voilà, aux tendances du moment. Et puis, il y a la création musicale, voilà, qui, effectivement, demande parfois un petit peu d'aide, un petit peu de soutien, effectivement. Mais voilà, mais ces deux mondes, ils peuvent vraiment se rencontrer. Et finalement, tu parlais des Tetraids tout à l'heure. Voilà, ça fait partie de ces créateurs de musique qui ont réussi à naviguer dans les deux mondes, mais de par le succès de leur création, hein, grâce à leur public. Hein. Et voilà, et donc il y a une navigation comme ça possible entre les deux mondes. Et la dernière chose que je voulais dire pour rejoindre Verlaine, ben moi, quand j'étais gamin, quand je me suis pris cette claque avec ce prof de français, voilà, je me suis dit, Verlaine, ça devait être une star à son époque, ça devait être, voilà, ça devait être un auteur hyper connu. Et puis après, on creuse un peu, on lit des romans de Jean Telet, je ne sais pas si vous connaissez cette série de romans. Et puis, je ne sais pas, Verlaine, j'ai un peu changé d'image. Peut-être c'était un slammer, peut-être voilà, c'était quelqu'un qui n'était probablement pas très, très connu à son époque. C'est des gens qui ont vécu des vies qui ne sont pas les vies qu'on imagine des artistes connus aujourd'hui. Donc, la culture, moi, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de culture avec un grand C. Il y a juste un patrimoine. Tu parlais de patrimoine, Eric, tout à l'heure, qui se crée avec le temps. Je crois que c'est le temps qui fait qu'il y a une culture commune qui se dégage. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, Benjamin, si tu as envie, tu réagis. Sinon, je vais poser aussi une question à tout le monde. Allez, on est tous d'accord, en fait, si on est là, c'est qu'on pense que la culture, c'est un peu essentiel. Sauf que justement, nous avons tous des cultures très différentes. Qui parmi nous aurait envie de dire ce qui, dans la culture à l'heure actuelle, lui paraît particulièrement essentiel? Est-ce que c'est un bouquin, un film, une musique, un poème, une chanson, etc. Ce qui donnera la possibilité au plus grand nombre, et notamment aux grands timides, il y en a toujours parmi nous, de s'exprimer. Allez, je commence, comme ça, je donne l'exemple. Je sortais j'ai pensé à Léo Ferré en me disant, on avait parlé chansons. Pour moi, il est évident que ces petites chansons de Léo Ferré ou ces grandes chansons de Léo Ferré, pour moi, ce sont des essentiels. Et ce sont des essentiels que j'écoute régulièrement et qui m'accompagnent depuis que j'ai 15 ans. Et il y en a plein. La parole est à vous, chers amis. Donnez-nous quelques essentiels à partager ce soir. Ouais, je vais enchaîner, mais moi je me rends compte en cette période que finalement l'essentiel, c'est d'être dans une salle de théâtre pour vivre un moment de théâtre. Parce que là, je me rends compte que ça fait un an que j'ai pas mis les pieds pour voir une pièce de théâtre, une représentation de théâtre, et que ça, vraiment, c'est la chose qui a été le moins facilement remplaçable. Voilà, la lecture essentielle, je les ai encore. La musique, d'autres manières, mais je l'ai encore. Mais la pièce de théâtre, jouer sur une pièce. Écoute, tu nous fais envie et ça tombe bien parce que dans l'assistance, il y a quelqu'un qui nous fera le plaisir d'être notre victorygologue Ouais. toujours, Pierre Gramont, et qui justement
nous fera aimer à travers ses spectacles, ou réaimer, moi j'ai jamais cessé, Victor Hugo. Allez, donnez-nous d'autres essentiels, on a droit à 4-5 quand même pour passer la soirée, sinon on ne va pas y arriver. Hein. Annie, à toi. Pour moi, l'essentiel, c'est l'échange interculturel. C'est vraiment la découverte d'une autre culture, de culture d'ailleurs, et c'est là que je mets mon essentiel. Et toi, tu t'y connais en échange interculturel, Eric, tu vois à quoi je pense. Merci. Et les autres? Bon, ce n'est pas obligatoire non plus. Hein. Faites-nous partager quelques essentiels, s'il vous plaît. Nous vous prions à genoux. Oui, je disais que l'essentiel, c'était aussi de s'intéresser à tout ce qui se passe dans le monde et, et de rester branché pour ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est de découvrir, c'est d'être ensemble, c'est d'aller ensemble à un concert, c'est d'aller ensemble au cinéma, c'est d'aller ensemble au théâtre et ça, c'est très dur. Merci. Bah, écoute, tu vois, on se réjouira d'aller ensemble dans ces spectacles quand ça pourra recommencer. Allez les autres, encore 3-4 grammes d'essentiel avant qu'on termine. On en a pour moins de 5 minutes, mais ça vaudrait le coup qu'on les remplisse de façon dense. Moi, ça risque d'être un peu une redite, mais ce qui manque le plus en ce moment, et je rejoins Benjamin, c'est un vrai concert avec de vrais gens autour, et quelque chose qui est un peu absent des écrans, c'est la dimension kinesthésique, c'est le corps. On est présent visuellement, on est présent par nos oreilles, mais une salle remplie de corps qui bougent ensemble et qui vibrent ensemble à la musique, c'est pas pareil. Et ton concert idéal, toi, à part Benjamin Fauche, bien sûr, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu as envie d'écouter? La Reine de la Nuit ou les Têtes Raides? J'écoute un peu tout en musique. Ça va du lyrique aux musiques traditionnelles du monde entier, en passant par le jazz. Tout ce qui est bon est bon. Hein. C'est tout. Allez, toutes les musiques du monde. Moi, j'aimerais bien entendre Christian Olivier qui chanterait La Reine de la Nuit. Ce serait peut-être pas mal, ça. Oui, ça serait pas mal. Moi, je vous partage juste ça, parce que moi, c'est le truc qui m'aide à tenir en ce moment, c'est de maintenir la possibilité de faire des rencontres. Et voilà, quelqu'un mettait en avant l'intérêt qu'il y a eu d'avoir ces Zooms, ces choses comme ça. Et je confirme, hein, moi, je ne suis pas un anti-ordinateur, je suis là avec vous ce soir. Et ça m'a permis de rencontrer notamment une musicienne et une danseuse, et avec qui je suis en train de lancer un projet. Mais voilà, et il se trouve que ce monsieur, Charles Pépin, vient de sortir ce bouquin, il en fait une philosophie, la rencontre. Je ne peux pas vous en dire beaucoup de bien parce que je viens de le démarrer, mais voilà, c'est une façon de parler de la rencontre. Moi, je viens de rencontrer voilà, des gens parmi vous ce soir. Merci. Benjamin Fogès, je ne le connaissais pas et je suis ravi de l'avoir rencontré. Voilà. Merci pour ce partage, et parce que c'est exactement, hein, vous avez remarqué tous que ce que nous faisons s'appelle les 21 rencontres 2021, et l'idée c'était justement ça. Hein. Il y a un livre du philosophe Gourdiev qui s'appelle Rencontres avec des hommes, alors avec un grand H remarquable, et qui postule que c'est en rencontrant des gens comme Thierry, comme Benjamin, comme Jean-Marc, comme Annie, comme Élise, que nous devenons chaque jour plus grands, parfois plus savants, d'autres fois que nous découvrons une émotion. Et en tout cas, c'est tout à fait le sens de ces 21 rencontres. Comme il se fait tard, je vous propose de clore et je vais vous demander d'applaudir l'ami Benjamin, qu'on aura plaisir à réécouter. Benjamin, il faut que tu nous mettes un ou deux liens gratos quand même sur le site d'Université Populaire pour qu'on puisse faire écouter à des gens qui ne te connaissent pas au moins une copie un peu meilleure que celle que nous aurons de ton parapluie. Okay. Et puis nous, on sera contents. Alors, tu as des CD à nous vendre ou pas? Non, mais bientôt, je suis en train de préparer un album là. Qui sortira quand je pourrai le sortir. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué hein, d'enregistrer tout ça, mais on va dire d'ici la fin de l'année, j'espère.
qu'il y aura un album pressé que je pourrais vous faire passer. Ben écoute, c'est tout le mal qu'on le souhaite. Nous, on se souhaite justement de pouvoir l'écouter avec beaucoup de plaisir. Encore merci pour ce que tu nous as donné ce soir. 21 rencontres, ça sera prochainement une rencontre avec justement un philosophe qui nous parlera des droits culturels et qui est l'inventeur du concept, un philosophe suisse. Ça sera un entrepreneur africain, ça sera une jeune chinoise et 2 Français qui ont passé 8 ans à Wuhan. Ça sera Michel Étiévent qui nous parlera de la sécurité sociale. Ça sera une italophone qui nous fera aimer une Italie qui n'est pas faite de spaghettis, de sauce tomate et de bel canto, et qui nous fera découvrir une Italie un peu spéciale. Donc, restez avec nous, faites un peu de pub pour le programme de façon à ce qu'on découvre plein de belles rencontres ensemble. Merci à tous et merci à Benjamin et à bientôt. Benjamin, merci.